Nous avons tous le droit de vivre de notre projet. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi-même il y a plus de 17 ans, passant de l'univers des nouvelles technologies à fondatrice de médias engagés. Et aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi nombreux à chercher l'indépendance. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir comme sponsor de cet épisode Live Mentor, premier organisme de formation en France pour les entrepreneurs. 20 000 personnes ont déjà été accompagnées dans leurs projets professionnels. Live Mentor propose des formations en ligne d'une durée de 3 mois et tout au long de celle-ci, un mentor expert vous guide pas à pas. En plus des cours pratiques et pour développer votre réseau, vous accédez à une communauté de plus de 20 000 entrepreneurs. Alors aujourd'hui, et spécialement pour les auditeurs de Métamorphose, Live Mentor offre gratuitement l'accès à sa formation en ligne phare, 10 jours pour lancer son projet et en vivre. Pendant 10 jours, chaque participant recevra gratuitement un cours en vidéo. Vous pouvez accéder gratuitement à la formation via le lien livementor.com/métamorphose. Je vous appelle livementor, livementor.com/métamorphose. Merci. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Mon invitée d'aujourd'hui est médecin gynécologue, acupunctrice, entre autres, militante pour le droit des femmes dans les années 70. Elle a écouté, dans le cadre de sa profession, les confidences de nombreuses patientes qui l'ont amenée à interroger le désir et la sexualité. Pourquoi tant de femmes et d'hommes souffrent de ne pas avoir de vie sexuelle épanouie? Quelles sont les conséquences sur leur vie de couple, mais aussi sur leur accomplissement personnel? Dans son nouvel ouvrage, très attendu, À corps et à cœur, une sexualité pour soi et pour l'autre, paru aux éditions Payot, elle nous invite, en évoquant parfois son expérience personnelle, à comprendre le poids de l'inconscient familial et la nécessité de libérer la parole sexuelle dans le couple, mais aussi au sein de la famille pour enfin se vivre pleinement. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose et pour la première fois aujourd'hui, Daniel Flamenbaum. Bonjour Daniel. Bonjour Anne. Alors on s'était rencontrés, on s'est dit hors antenne il y a quelques années déjà, il y a peut-être même une quinzaine d'années dans le cadre de Féminin Bio. Et c'était probablement au sujet de votre best-seller « Femme désirée, femme désirante ». C'est ça. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un petit peu la suite, même si on n'a pas besoin, on peut les lire indépendamment, mais quand même? Oui, moi je dirais que je le ressens comme donner des informations complémentaires à ce premier ouvrage, qui sont des informations, je dirais la plupart, qui m'ont aidé à vivre personnellement ma vie de femme et ma vie de médecin de femme majoritairement. Ce premier livre, je le disais, qui a été vraiment un best-seller absolu, qui a fait date. Je ne sais pas combien d'exemplaires en a été vendu, mais vraiment une très très grande quantité. Alors moi j'en suis à plus de 150 000 à ma connaissance, je ne sais pas... Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Là, dans ce nouvel ouvrage, de quel élan est-il né? À quel moment vous vous êtes dit c'est important d'apporter des informations complémentaires à ce premier ouvrage? C'est une question, j'ai du mal à répondre parce que ça s'est fait... vous voyez, j'ai pas été très rapide non plus parce que Femme désirante est sorti en 2006. J'avais mis 6 ans pour l'écrire. Celui-là, il sort maintenant. J'ai mis 5 ans pour l'écrire. C'est comme si cette nécessité s'était imposée puisque je donne des ateliers de femmes depuis 15 ans et ils m'ont permis aussi de me rendre compte des sujets récurrents, de quoi il fallait parler, ou mieux comprendre. Et donc, j'ai écrit ce livre dans une continuité d'évidence, j'ai envie de dire.
Il m'était aussi un peu demandé, hein, pour être honnête. Oui, c'est sûr. On l'attendait, je le disais. Alors, dès l'introduction de À corps et à cœur, ce nouvel ouvrage, vous évoquez votre expérience personnelle et le fait que vous-même, vous avez souffert de la blessure de ne jamais avoir entendu parler de sexualité dans votre enfance. De ce fait, finalement, vous dites, elle ne faisait jamais partie de votre vie d'enfant. Ben, je savais surtout pas que ça existait. Oui. Alors, ma mère, d'ailleurs, me dit la même chose. Hein. Je ne veux pas dévoiler de secret de famille, mais peu importe. Enfin, c'est pas un secret. Mais elle disait ça, qu'elle savait même pas. Elle savait même pas, jusqu'à un certain âge, d'ailleurs, que les garçons et les filles avaient des sexes différents, d'ailleurs. Alors, ben, moi non plus. Moi non plus, puisque j'ai vu la première fois de ma vie un sexe d'homme. Vous savez, j'ose même pas le dire. Je sais que c'est 17-18 ans. Il n'y avait pas de petits garçons autour de moi. Moi, j'étais la troisième fille de 3 filles. Mon père était très prude et mon beau-frère, qui était dans le noyau familial, était très prude aussi. Donc, je n'avais aucune idée du sexe de l'homme. Je n'ai jamais entendu parler de sexualité référée au plaisir. Mon sexe n'avait pas de nom. Et si vous voulez, cette blessure est réelle. Pour moi, ça m'a empêché de penser que le plaisir de devenir femme inclut cet échange et cette communication sexuelle à l'autre. Et moi, comme la découverte n'a pas été précoce, j'étais déjà mère à changer ma vie, et ben voilà, moi je continue à militer pour que cette sexualité arrête d'être une évidence sans qu'on n'en dise rien. Pourquoi parles-tu toujours de sexualité aux enfants ? On me demande. Mais je dis, mais moi je veux qu'ils soient heureux plus tard. Combien de temps ça m'a mis ? Et de savoir que cette sexualité existait, et de savoir la vivre. Parce que oser la vivre, ma génération l'a découverte. On n'était plus empêché de la vivre. Au contraire, on y avait droit et on était consentant. Alors, ça aide. C'était magnifique. Hein. On était dans un élan de liberté et d'autorisation et on n'avait aucune idée des difficultés qui allaient se manifester. On ne savait pas qu'on n'avait pas du tout le mode d'emploi, si je puis dire. Oui. Hein, c'est-à-dire de considération et de... et d'une... Vous savez, on demande aux enfants, on transmet, la famille transmet aux enfants très spontanément, que plus tard, quand ils seront grands, ils seront parents, ils auront des enfants, et ils auront à faire un travail. Alors, au mieux qu'ils affectionnent. Mais on ne leur dit pas qu'ils auront à vivre une vie d'homme ou de femme qui implique la sexualité pour être heureux dans leur vie. C'est pas encore transmis. Et ça me blesse. Alors, du coup, on parle de sexualité aux enfants, que ce soit d'ailleurs la mère ou le père, ou voire même les grands-parents. C'est-à-dire, ce qui est important dans ce que vous dites, pour finir sur la façon de parler de sexualité aux enfants, c'est que ce soit naturel, en fait, de parler de sexualité, en reconnaissant que est-ce que c'est un besoin primaire, d'abord, de l'être humain ? C'est une question que je pourrais vous poser aussi, hein, si on reprend les besoins de la pyramide de Maslow, de même que l'alimentation, la sécurité, etc. Est-ce que la sexualité, d'ailleurs, fait partie des besoins primaires ? Est-ce que, du coup, il faut en parler exactement au même titre ? Si vous voulez, moi, je n'avais pas non plus cette connaissance, puisque j'en avais jamais entendu parler. Et je peux continuer à dire que j'en ai quasiment jamais entendu parler à la faculté de médecine de Paris pendant mes études. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai eu la chance, je dirais, de découvrir la médecine chinoise. Oui. J'ai eu la curiosité de découvrir une nouvelle médecine après une douzaine d'années de gynécologie allopathe. Et là, je découvre une philosophie et une médecine qui
déplisse mes capacités de soin et qui parle comment le vivant est animé par un souffle de vie qui est maintenant connu avec les arts martiaux, oui, avec à travers le le yoga, chi, le chi. Et voilà que ces Chinois de la Chine ancienne, alors moi j'étais d'obédience taoïste, parle très concrètement de sexualité, là où la sexualité ne peut pas être évincée, puisqu'elle participe non seulement au développement du corps, à l'entretien de la santé du corps, mais au développement de l'esprit. Alors vous pensez bien que moi j'étais complètement intéressée et que j'en avais besoin. Et donc, c'est ça qui vous met le pied à l'étrier à ce moment-là ? Absolument. Oui, absolument. D'accord. C'est la découverte de la voie taoïste, en fait, et cette médecine traditionnelle chinoise. Et l'obligation, moi, de me mettre en route, puisque je suis bloquée et je ne le sais pas, et je ne le ressens pas. Et que ça peut pas continuer dans mon couple de cette façon. Alors on y reviendra justement sur votre couple. Peut-être avant ça, puisque vous en parliez au début de cet entretien, vous dites que la libération sexuelle qui a eu lieu dans les années 70 a été assortie finalement d'une grande illusion. Vous l'avez un peu mentionné tout à l'heure. Eh bien oui, c'est ce que j'ai dit. Alors voilà, alors laquelle ? Qu'est-ce qui a été finalement une illusion dans cette grande libération qui s'est refermée après ? Mais ça s'est pas refermé, c'est-à-dire que ça s'est pas tellement ouvert. Oui, c'est ça. La grande illusion, c'est qu'on a cru qu'on allait savoir vivre cette sexualité puisqu'on y avait droit et qu'on était consentant. Donc, on n'avait plus de freins moraux qui nous permettaient d'oser s'ouvrir à l'autre, d'oser la rencontre charnelle et sexuelle, c'était plus interdit, c'était plus dégueulasse. On pouvait la vivre avant le mariage, la virginité n'était plus un prérequis, une condition, oui. un prérequis. Enfin, si vous voulez, là quand même, tous les tabous fondaient. Et comment pouvions-nous penser que nous n'avions pas les outils, je dirais, de savoir que cette sexualité, ça n'est pas que le plaisir pour le plaisir, c'est le plaisir parce qu'il s'agit d'une rencontre. Les souffles qui nous donnent la vie, ce sont les souffles sexuels nous donnent la vie. Alors, soit ils vont donner la vie à un nouvel être, soit ils nous donnent la vie pour nous régénérer, pour nous détoxiquer, pour nous oxygéner, pour nous redresser, pour nous déplisser, pour nous rendre plus vivants, pour nous permettre d'être plus clairs. Ça fait beaucoup de choses quand même. Oui. Hein? Et je veux dire, et du coup, il est question de savoir qu'on est impliqué, on n'est pas tout seul dans la rencontre sexuelle. Oui, on va y revenir longuement parce que ça, c'est une très très grosse partie de votre livre et de votre parole aujourd'hui. Et c'est là où il y a certainement une grande confusion avec aujourd'hui ma sexualité, mon corps, mon plaisir, mon droit, où effectivement on est dans une forme de consommation, de friction des corps un peu frénétique et qui participe à cette grande illusion des années 70 dont on parlait, enfin voilà, qui est héritée. Si vous voulez, moi je ne suis pas contre ce qui se dit actuellement, mais c'est comme si j'allais quand même au-delà. Moi, je ne parle pas du besoin du consentement, moi je parle d'un consentement acquis. On est consentant et ça ne marche pas aussi bien qu'on aimerait et on ne comprend rien. C'est ça. Alors comment se repérer dans cette aventure ? C'est ça. Alors vous évoquez justement la sexualité comme un accomplissement, vous dites, qui serait un objectif de vie en fait à part entière. Et moi j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Est-ce que finalement, une vie sans sexualité n'est pas une vie accomplie ? Est-ce qu'un couple sans sexualité n'est pas un couple accompli ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Non, moi je ne peux pas du tout dire ça et je ne le pense pas. Je dis que quand la sexualité nous importe et que nous
sommes embarqués dans cette dynamique sexuée, combien il est important de savoir la vivre. Parce que sinon c'est très fatigant, c'est insatisfaisant, c'est frustrant et ça rend très malheureux. C'est ça que je dis. Je dis pas du tout qu'il faut vivre sa sexualité, que l'humanité doit être sexuée. Je dis que quand on est sexué, il est important de savoir en tirer les bénéfices, parce que, je vous ai donné les avantages tout à l'heure, mais parce que ça dynamise, parce qu'on est moins fatigué. On a une vie tellement fatigante que cette sexualité, moi je trouve ça magnifique de ne pas oublier que c'est une capacité de se recharger, de se défatiguer. Si on oublie, si le soir on est complètement épuisé, ou si on veut que ce soit le matin, peu importe, je donne des exemples un peu basiques, mais si on est trop fatigué, on ne rêve qu'à pouvoir s'endormir et se reposer. Si on pense combien ça va nous faire du bien, comment ça va nous réparer de cette journée de fatigue, comment on va pouvoir s'harmoniser, s'équilibrer. On est très très sectionnés entre nos têtes, nos cœurs, nos sexes, nos corps. Je veux dire, la sexualité est unificatrice. Donc si on a à cœur de ne pas oublier combien ça fait du bien, eh ben ça change tout. Je parle de perspective. Et c'est pourquoi je parle de l'importance des rendez-vous, parce que dans une vie tellement dense et tellement occupée, la sexualité, elle est souvent reléguée au second ou au troisième plan, jusqu'à ne pas pouvoir exister. Comme si elle était reléguée à des moments dits exceptionnels, voilà. Et pas dans le quotidien, Absolument. Pas ancrée dans un quotidien. Voilà. Alors que vous dites qu'il y a une forme d'homéostasie, en fait. Oui, absolument. Mais alors ça, je le sais, j'ai envie de dire. Et je veux dire que c'est pas... les moments exceptionnels sont souvent quand même très exceptionnels. Je veux dire, la vie de famille est encore très asexuée. Ou très insatisfaisante. On a quand même l'image effectivement, de toujours ces fameuses 3 ou 7 ans du démarrage où la vie sexuelle est florissante, et puis après, on part dans un désert potentiellement, et puis plus les années avancent, plus c'est le cas. Or vous avez expérimenté tout à fait autre chose dans votre couple avec Didier Dumas, dont vous parlez dans votre livre, qui est le père de vos enfants, et qui vous fait réaliser aussi beaucoup de choses à travers ce couple, à travers cet homme. Cet homme me demande en gros de me réveiller. Moi j'étais endormie et je ne le savais pas. Moi je pensais que j'étais tout à fait au point. Et c'est lui qui me dit « Je n'ai pas de femme, je ne sais pas si on va pouvoir continuer ». Et moi je voulais vraiment continuer avec cet homme. J'étais pas toute jeune, j'étais déjà mère, je le répète, parce que c'était complètement... j'étais dans le déni de ne pas savoir accueillir les forces sexuelles de son sexe dans mon corps, dans mon sexe, par mon sexe. Je ne savais pas ça. Quand je vous dis on est fermé, on ne le sait pas, je parle de moi fondamentalement. Et je sais que je suis pas du tout unique. Oui, ça fait écho à beaucoup de femmes. Voilà. Oui. Mais c'est long de l'entendre, c'est long de l'accepter, et c'est long de changer, parce qu'il faut se remodeler. Si on n'est pas fabriqué, regardez les gens qui ont... Quand on n'a pas été propulsé dans un avenir de réalisation, c'est vraiment un gros travail, c'est possible, parce que c'est important de le savoir aussi. Mais il faut vraiment savoir acquérir de la force et ne pas se lâcher. Peut-être pour préciser, nous dire qui était Didier Dumas pour ceux qui ne le connaissent pas. Avec plaisir. Moi, j'aime beaucoup parler de Didier Dumas. Non, mais c'est vrai que c'était un homme qui n'était pas du tout un universitaire, et c'était un chercheur, un vrai chercheur qui
voulait comprendre ou expliquer, transmettre le fonctionnement du psychisme humain. Et il s'est orienté du côté des enfants psychotiques, hein, du côté des difficultés mentales. Et là, il s'est mis à penser combien notre naissance était tributaire d'une histoire maternelle, d'une histoire paternelle. Et cette histoire maternelle et paternelle était tributaire d'une histoire grand-maternelle. Ça veut dire qu'on est construit avec une mémoire et dont la mémoire de la sexualité du 19e siècle qui était... Mais on a un héritage redoutable, hein, de cette sexualité. Et donc, il s'est penché sur comment il était important de considérer notre histoire depuis notre conception, notre enfance, pour devenir grand, mais aussi qu'on pouvait aller plus loin dans ses origines pour retrouver des répétitions qui sont automatiques quand on... Mais parce que l'humain est comme ça. Hein? On est aussi pétri d'une mémoire ancestrale qui va nous guider inconsciemment. Oui, il parle d'histoire génitale d'ailleurs. Hein. Absolument. Oui. Hein? Donc cet homme qui a une histoire effectivement ancestrale et d'enfance difficile, que je rencontre un peu sur le tard. On avait déjà eu des échecs. On n'était pas des gamins, on n'était pas des lycéens. Hein. On avait la trentaine quand on se rencontre. Donc après des échecs, et on se demande de faire ce qu'on peut pour ne pas être dans l'échec. Et on sait déjà, parce que chacun de notre côté, on a fait un travail personnel, on sait déjà qu'il est important de se parler de soi, de pouvoir savoir considérer l'autre, de savoir ce qu'on en attend, enfin, d'être dans un dialogue. Et je vous avoue que le couple qui ne se parle pas, je ne sais pas comment ils font pour y arriver. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc vous parlez beaucoup jusqu'à ce moment où voilà, il vous invite à aller plus loin dans l'incarnation de la femme que vous êtes, ou en devenir en tout cas peut-être à ce moment-là. Absolument. Et là, miracle, j'ai presque envie de dire, j'étudie la médecine chinoise et les textes d'alchimie sexuelle. Il y en a peu de traduits. Je remercie toujours Catherine Despeux, qui est une amie maintenant et qui a traduit les livres d'alchimie sexuelle taoïste pour me guider. Moi, je lis le processus de la rencontre charnelle et sexuelle, où il faut se rendre disponible, il faut se préparer. C'est important de ne pas se sauter dessus comme ça et prendre le temps de s'ajuster. Que là, on ne fonctionne pas pareil sexuellement quand on est... Nos féminins de chacun ne fonctionnent pas pareil que nos masculins de chacun. Alors quand je dis comme ça, est-ce que je me fais comprendre ? Alors peut-être expliquer, oui, il n'y a pas que deux en fait, voilà. Polarités. Peut-être expliquer les polarités, c'est peut-être l'occasion, effectivement. Je pense que c'est important. Oui. Je pense que, si vous voulez, moi quand j'étais jeune, on ne m'a dit qu'une chose, le masculin, l'homme est actif et la femme est passive. Il donne et elle reçoit. Voilà. Elle accueille, on va dire. Alors ça veut dire que moins on en faisait, plus on était féminine, hein, puisqu'on était passive. Et voilà que effectivement, alors il y a Françoise Dolto qui arrive aussi dans mon paysage, où elle parle remarquablement bien de ce développement de l'enfant, et où le masculin
est centripète et le féminin est centrifuge. Alors bon, je comprends à moitié, mais je comprends quand même qu'il y a un truc qui part de soi et qui sort, c'est le masculin, qui appelle à l'extérieur de soi et qui va dedans, c'est le féminin. Et on est donc déjà dans cette dynamique de don et de réception. Hein? Si ça émet et qu'on reçoit, il y a déjà 2 pôles, oui. Masculin-féminin, l'émission, la réception. Et puis il y a la polarité du maternel et du paternel, qui englobe ce masculin et féminin, qui fait que le maternel va être une instance qui porte l'enfant déjà dans son corps, qui le porte tant qu'il ne sait pas marcher, qui le soutient, qui le contient, qui le nourrit, qui le soigne. Tout ça, on est dans l'assistance à l'autre. Et puis, le paternel, qui ne porte pas dans son corps, et lui, il va porter dans sa tête. Il va porter par l'esprit, l'enfant. Et donc, il va être dans la dynamique de l'instruction et de la propulsion. Un père sépare l'enfant de sa mère en lui disant que le monde est plus grand que celui que la mère lui propose. Et donc, si déjà on comprend qu'on a chacun, qu'on soit un homme ou une femme, une polarité masculine et une polarité féminine, une polarité maternelle et une polarité paternelle, on comprend mieux son fonctionnement. Et on comprend mieux aussi les rencontres et les complémentarités, puisque, si vous voulez, la sexualité, c'est ma focalisation, je dirais. Mais ce qui est important, c'est la communication et l'échange avec l'autre. Et donc, à ce moment-là, effectivement, vous découvrez à la fois cette histoire génitale, dans l'histoire de nos ancêtres, et en même temps, les textes taoïstes. Et donc, vous avez cette compréhension plus importante de ce féminin qui s'incarne, de cette femme. C'est pas tellement une compréhension. Alors vous vivez, en fait, autre chose. C'est que d'un seul coup, je sais accueillir des forces sexuelles de l'extérieur de mon corps à l'intérieur. Je découvre l'intériorité de mon corps. Et comment... Alors, il y a pas, comme je dis, il n'y a pas que la sexualité. Moi, je parle essentiellement de sexualité. Quand on est... quand on nage et qu'on sent plus rien, bien sûr qu'on est dans le souffle de la vie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la sexualité. Je dirais que tous les moments qui nous émerveillent sont des ouvertures à du plus grand que nous. On touche un peu au mystère, au sacré dans ces espaces-là ? C'est ça, parce que c'est le ciel qu'on rencontre. On n'est plus seulement matérialisé dans un corps posé sur terre, on est aussi entre le ciel et la terre. Et quand le ciel nous rentre dedans, on a tout un monde invisible qui nous rentre dedans, mais qui nous anime, qui nous instruit, qui nous informe. Donc, on est plus équilibré. Et si vous voulez savoir que la sexualité, c'est du ciel qu'on se prend par le sexe et qui nous anime nos cellules et nos organes d'essence, ça... je sais pas, c'est tentant de savoir vivre ça. Oui, on change de perspective. C'est ça, on change de et de ressenti, parce que tout ça va passer par le ressenti. Donc combien un maternel contenant de démarrage est important, parce que ça va permettre ce ressenti. Peut-être que certaines personnes qui nous entendent se disent « j'aimerais,
je voudrais, mais je ne peux pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller à la rencontre de cet encombrement familial dont vous parlez, pour conscientiser en fait tous ces empêchements qui sont liés à ce bagage dont vous avez parlé tout à l'heure, et puis quels pourraient être des empêchements assez classiques que vous avez vus dans les histoires. Alors il y a mille et une histoires, Vous savez, j'en ai. mais j'imagine qu'il y a des choses qui se répètent. On parle de pathologie de grossesse, vous parlez de fausses couches à répétition par exemple, qui peuvent être aussi des signes dans les histoires. Non, ce que je peux dire effectivement, d'une façon générale, il faut savoir que ce qui se répète est du domaine, j'ai envie de dire, de la vie et de la mort. Donc de la sexualité et de la mort. Ça veut dire que les accidents, alors là on parle de difficultés, j'ai envie de dire, énergétiques et de corps. Quand il y a eu des morts, parce qu'avant la médecine n'était pas du tout aussi développée. Il n'y avait pas d'antibiotiques et il n'y avait pas de sang. On ne savait pas soigner comme maintenant. La médecine a fait un bond de ma génération. Je veux dire, moi j'ai vu naître la pédiatrie néonatale. Enfin, on ne peut même pas se rendre compte. Les jeunes ne peuvent même pas se rendre compte combien moi j'ai été à l'hôpital externe, à l'hôpital, et les dortoirs avaient 80 personnes. C'était, alors maintenant c'est chambres, enfin pour moi alors ça me bluffe complètement. Si vous voulez. Donc on est les maladies qui empêchent la reproduction, qui sont tout le temps. On a toujours affaire avec des résurgences de deuil, de secrets, de morts qui n'ont pas été connus, sus, déniés. On n'a pas raconté qu'une arrière-grand-mère était morte en couche. Alors quand on a une arrière-grand-mère morte en couche et qu'on a des difficultés pour mettre un enfant, si on comprend que mettre au monde un enfant, c'est mourir, ou faire mourir l'enfant, c'est une mémoire qui donne des complications pour procréer. Et les vies... les incestes... Alors, je voudrais pas mélanger tout, et je suis en train de le faire. Je voulais dire les problématiques de corps. On peut dire que ce sont les maladies chroniques et récidivantes, puisqu'elles reviennent. Oui. Donc ça, c'est des blocages qui sont liés... Qui témoignent de ça. Qu'on est relié à quelque chose complètement d'inconnu et qui nous empêche de vivre la vie que l'on souhaite. Oui. Par exemple, si on prend un exemple, moi je n'ai jamais fait de fausse couche. Prenons un exemple entre guillemets positif. Bon. Absolument. Peut-être que dans ma généalogie, il n'y a pas eu spécialement de problématique à ce niveau-là. Absolument. Prenons-le dans ce sens-là, tiens, l'exemple. Oui, c'est intelligent de faire comme ça. Et on peut faire par contre, l'autre catégorie de famille où il y a eu des fausses couches et qu'on fait, si vous voulez, moi j'ai rencontré des femmes tellement désolées d'avoir eu besoin d'avoir une césarienne, elles s'étaient préparées, elles avaient fait tout ce qu'il fallait vraiment, elles souhaitaient vraiment un accouchement naturel, sans péridurale, enfin... Et puis voilà que cet accouchement se passe moins bien que prévu, la dilatation du col se fait mal. Bon, finalement, ça finit par une urgence médicale qui peut même se terminer par une césarienne. Et ces femmes sont tellement catastrophées, comme si elles n'avaient pas réussi, comme si elles avaient raté. Comme si c'était un échec, oui. Comme si c'était... Et vraiment, là, ces femmes, il faut qu'elles comprennent qu'elles ont mis un enfant au monde vivant et qu'elles ont à repérer qu'est-ce qui a compliqué, qu'est-ce qui a été des drames des femmes de leur famille antérieure, de la lignée paternelle et de la lignée maternelle,
il y a eu obligatoirement des difficultés pour ce... Et alors, c'est pas toujours un enfant mort, c'est pas toujours une arrière-grand-mère morte, ce sont des enfants anormaux, ce sont des enfants... Il y a de la pathologie, je dirais, grave, qui se manifeste dans cette difficulté de mise au monde. C'est quasiment toujours le cas, c'est-à-dire qu'on trouve quasiment toujours une occurrence dans le généalogique, où parfois on cherche à attribuer des sens et il n'y en a pas forcément. Des fois on ne trouve pas. Oui, ou on ne sait pas, oui, parce qu'on n'a pas l'info. Mais souvent on n'a pas l'info. Ouais. Là c'est une recherche, on essaye quand même d'interroger la famille. Souvent... c'est souvent les collatéraux, parce que sinon, si notre famille avait eu l'aisance d'en parler, elle nous l'aurait déjà dit quand même. Les infos arrivent rarement des parents. Donc, des amis proches, on apprend des choses invraisemblables. On apprend aussi comment on dit, les enfants illégitimes. Oui, des secrets de famille. Des secrets de famille, voilà. Donc, si vous voulez... maladie chronique et récidivante, on n'arrive pas à vivre la vie que l'on souhaite. Alors, d'une façon générale, ça peut être on n'arrive pas à se mettre au travail comme on pourrait, Et là, moi, comme ma perspective est la sexualité, qu'elle soit référée au plaisir ou à la reproduction, on a du mal à faire des enfants, on fait des interruptions de grossesse alors qu'on est complètement... on n'a jamais pensé qu'on aurait besoin de faire une interruption de grossesse. On est inconséquent avec sa contraception, mais en fait, on se rend compte, si on essaye de donner du sens, qu'on rejoue soit une interruption de grossesse, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, Bien sûr. Je veux dire... de notre histoire personnelle, soit c'est la naissance d'un premier enfant, soit on interrompt une grossesse alors qui est indésirée, mais parce qu'elle correspond toujours à quelque chose d'important, soit au même âge, ça nous arrive au même âge, ça nous arrive, on est la deuxième de la famille, ça c'est arrivé au second de la famille, les règles douloureuses, les règles hémorragiques, vous voyez, tout ça, ce sont des symptômes qui sont très importants à considérer dans une perspective transgénérationnelle, parce que ça nous permet de comprendre qu'on est dépositaire de quelque chose dont on n'est pas à l'origine. Et si on n'en est pas à l'origine, on est capable de s'en séparer plus facilement. Oui, alors c'est la question que j'allais vous poser. Une fois qu'on a la conscience et si on a l'information avant l'événement en question, par exemple, je vais accoucher et je sais que ma grand-mère a eu des problèmes et qu'elle a failli mourir en couche au moment d'un de ses accouchements, comment est-ce que je peux intégrer en conscience cette information pour... déjà de ne pas être dans une forme de stress, de culpabilité, et puis de répétition consciente ou inconsciente. Si on sait déjà ça, on sait beaucoup de choses. D'accord, donc quand on a déjà mis la lumière sur l'information, elle s'allège déjà, le poids du message déjà va s'alléger. Et puis après, il faut... alors là, c'est là tout l'intérêt d'un travail que j'appelle énergétique. C'est un travail de remodelage. On sait qu'on fait cet enfant dans le partage avec un autre. Déjà, on n'est pas que branché à la grand-mère qui détient la problématique. Problématique, déjà. Et ça veut dire s'approprier sa propre grossesse, je veux dire. Pour moi, alors là, se fait vraiment... du côté du domaine de ce que j'appelle l'énergétique. Alors, c'est pas de la gymnastique, mais c'est le travail du corps, je le disais tout à l'heure, en sensation. Ça veut dire que j'apprends à... Enfin, moi, je me considère énergéticienne. Et donc, j'apprends
aux femmes qui me consultaient et maintenant qui font des groupes avec moi, de ressentir leur corps et particulièrement ressentir la base de leur corps, les organes qui composent cette base. Alors pour moi ce sont les reins, j'ajoute les glandes surrénales, les ovaires, l'utérus, le vagin, le périnée. Ressentir son périnée, pour une femme qui se prépare à accoucher, qu'elle ressente son périnée, qu'elle remodèle son périnée, qu'elle puisse habiter ses jambes, ses cuisses, ses jambes, ses pieds. Mais pour pouvoir poser les pieds sur terre, et c'est sa nouvelle terre dont il s'agit, sa nouvelle vie, ça aide énormément, ça ne marche pas à tous les coups. Oui, parce que j'allais dire, certaines personnes pourraient aussi culpabiliser de dire j'ai essayé de faire un travail et puis malgré tout, oui, mais vous savez, ça s'est mal passé. Il faut arrêter de dire qu'on essaye, on fait au mieux, parce que si on essaye, c'est comme si on avait le droit à l'échec. C'est pas qu'on n'a pas le droit à l'échec, c'est que c'est un travail, c'est un cursus. Et une implication. Oui. Et puis, cette culpabilité, c'est pareil. Arrêtez d'être coupable, arrêtez d'avoir honte. Tout ça, ce sont vraiment des vieux schémas qui nous sont inculqués. Et si vous voulez, autant moi je savais qu'au mieux je pouvais devenir moi-même, je ne savais pas que je pouvais m'améliorer. Et maintenant je le sais, parce que ça m'est arrivé, et ça continue. Je veux dire, parce que je sais accueillir de l'énergie nouvelle pour me fortifier. Et donc cet appareil génital qui est défectueux dans les générations antérieures va pouvoir se remodeler, alors pas seulement physiquement, énergétiquement, et bien sûr psychiquement et spirituellement. Je veux dire, nos informations, ce dont je parle, passe obligatoirement par notre cerveau, par le chef d'orchestre hormonal, qu'est notre troisième œil. Enfin, vous voyez, l'hypophyse, oui. L'hypophyse, l'hypothalamus, tout ça est très complexe. Mais si on est coupable et désespéré d'avoir loupé, on est mal positionné. Il faut comprendre qu'on reste fidèle, j'ai envie de dire, au modèle ancien et on n'a pas l'ouverture de se procurer de la nouveauté. Est-ce que la recherche avance sur ces aspects-là pour faire le lien justement entre une partie plus énergétique qui pourrait paraître, je mets des guillemets perchés pour certains, et une partie plus médicale, vous disiez, vous êtes à la base gynécologue allopathe, et qui pourrait faire des ponts en fait entre les deux, sans que ce soit forcément opposé. Je sais qu'en psychogénéalogie, il y a des travaux qui ont été faits à l'époque par aussi Anne Ancelin. Il y a de la recherche qui continue sur ces sujets-là. Est-ce qu'on arrive à réconcilier un peu ces deux aspects ? Un peu, comme vous dites. Pas assez. C'est effectivement ne pas... Moi, je me sens plus du tout perché, mais j'ai été considérée comme un peu allumée. Et alors que je me suis toujours demandé d'être enracinée et ancrée sur terre parce que moi j'ai la chance, moi j'ai été désirée par mes deux parents et donc j'ai une bonne sécurité de base. Alors ça change la vie quand même, ça m'aide. Oui. Même si j'ai manqué d'instruction, d'avoir cette sécurité de base, ça me donne quand même une assise que je ressens toujours. Donc si vous voulez, bien sûr que non, c'est pas assez développé, et puis on peut dire quand même que ça se développe beaucoup, puisque les arts martiaux se développent, puisque le développement personnel se développe, alors bien sûr que ça avance.
Oui, ça avance. D'ailleurs, j'ai évoqué ces aspects-là aussi avec Natacha Calestrémé dans son livre Se donner toutes les chances, où elle répertorie un peu les études et la recherche en cours sur ces sujets-là, même si on manque encore. Donc, c'est quelque chose de très empirique aujourd'hui, mais qui n'est pas encore forcément formaté sous forme de recherche. Mais non, c'est une recherche qui ne se fait pas. Et j'avais un copain chercheur qui me disait toujours, tu sais, l'énergie dont tu parles, on ne l'explore pas. J'ai dit, mais alors on peut aller sur la Lune et on ne peut pas explorer l'énergie que je ressens en moi. Et il me dit, ben oui, il n'y a pas de... Et si vous voulez, il y a cette femme, son nom m'échappe, mais ça va me revenir, qui voulait rechercher, qui savait se mettre en transe parce qu'elle était allée en Mongolie. Corinne Sombrin. Oui. Et ben, la difficulté qu'elle a eue de trouver des chercheurs pour explorer son cerveau. Et Mathieu Ricard aussi, il se prête aussi à ces recherches, comment ça se passe en méditation, qu'est-ce que fait notre cerveau. Tout ça, c'est lié. Alors ça vient. Mais c'est vrai qu'en transgénérationnel, la question qu'on peut toujours se poser, est-ce qu'il y a un risque, si on n'est pas accompagné par un thérapeute chevronné comme vous l'êtes, comme était Didier Dumas, par d'autres évidemment encore, de surinterprétation de certains faits, où finalement on fait des associations d'occurrences où il n'y en avait pas forcément. Ben, et donc, sûr. voilà, et qui peuvent faire que certaines personnes rentrent dans une forme de culpabilité en se disant « j'ai pas assez travaillé sur ma généalogie, en fait il y avait ça, je l'ai pas vu, etc. » et qui entraîne aussi la confusion. Non, vous savez, ça fait plusieurs fois que vous utilisez le mot culpabilité pour témoigner comment il est encore prégnant dans le langage courant et comment les choses à ce moment-là se retournent contre soi. Alors que justement, moi, je témoigne qu'on est détenteur d'une mémoire qui ne nous appartient pas, de laquelle on doit s'extirper. Donc, j'ai envie de répéter, je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on est coupable ou dès qu'on a honte, on reste enfermé et on reste fidèle à la transmission, à notre éducation. Alors, je parle de manière parfois inconsciente de cette culpabilité, bien entendu. Oui, c'est-à-dire que c'est pas qu'elles ne veulent pas se sentir coupables, c'est qu'elles se sentent inconsciemment coupables. Oui, mais alors si alors à ce moment-là, elles sont coupables comme les femmes ou les hommes de leur famille. Si vous voulez, moi, c'est pareil. Dès que je suis insatisfaite, et je sais que je me suis rebranchée aux femmes de ma famille, puisque l'insatisfaction faisait partie de la vie. Oui. Et combien d'années j'ai eu besoin pour et m'en rendre compte et m'en extirper. Si vous voulez, c'est important de savoir qu'on peut avoir des sonnettes d'alarme qui nous permettent de savoir qu'on est mal positionné. Pour moi, c'est l'insatisfaction. Bon, il y en a une autre, ce sera la colère. Il y en a, vous voyez, il y en a un autre, c'est... Oui, bien sûr. Après, on peut passer beaucoup de sentiments et d'émotions. Oui, mais ça veut dire qu'il faut en tenir compte. Ça veut dire que si on a une sonnette d'alarme qui s'allume, il ne faut pas faire comme si de rien n'était, ou de dire « Ah, ben voilà, je suis encore insatisfaite, j'y arrive pas. » Ça ne va pas. C'est pour ça que vous invitez aussi à devenir, prendre cette responsabilité de devenir sa propre mère et son propre père pour soi-même. Oui, voilà. Et ça me semble très juste. Parce que d'abord, c'est gentil. C'est gentil puisqu'on va se réparer. Puisqu'on va se réparer aussi de ce qu'on n'a pas eu. Comment est-ce qu'on peut faire ce chemin d'ailleurs ? On apprend. De se reparenter d'une certaine manière ? C'est ça. C'est du reparentage ? Oui, on peut le dire comme ça. Moi, c'est une bonne idée de l'appeler comme ça. Si vous voulez, une mère qui n'a pas su avoir la confiance et de savoir parler à ses enfants de sexualité, par exemple. Et cette nouvelle mère, ce sont les femmes qui assistent à mes ateliers. Et elles savent qu'elles ont un apprentissage à faire et que du coup, il faut parler, il faut apprendre. Et vous savez, les enfants sont très tolérants. Quand on bafouille, c'est pas grave, à condition qu'on dise les choses importantes.
Et puis du coup, il faut en parler avec les copines, il faut en parler avec les copains, il faut élargir le cercle. Apprendre d'être sa propre mère et de se materner, de se respecter, d'être son propre mère, son propre père, de se propulser, d'y aller, d'oser. Ça aide aussi, j'imagine, dans le couple, parce qu'on n'est plus forcément en projection complètement sur l'autre qui va assurer une fonction paternelle qui a été manquante ou inversement. Quand on se reparente, quand on fait ce travail-là, il y a quelque chose qui est plus fluide à l'intérieur du couple. Mais absolument, et puis ça se dialogue, oui. Et puis ça fait du bien. Vous savez que quand la parole est efficace et efficiente, ça veut dire quand un des partenaires témoigne que il aimerait que l'autre quand même, je sais pas, réalise son désir, par exemple, de n'importe quoi. Et puis l'autre se met à entendre et à y arriver un peu. Ça veut dire on n'a pas parlé pour rien, ça fait du bien. On chemine ensemble à ce moment-là. Comment est-ce qu'on peut libérer justement cette parole au sein du couple qui n'est pas toujours facile? Vous disiez au début de cet entretien que souvent la parole devient inexistante au sein du couple et vous dites je ne sais pas comment ça se passe à ce moment-là. Mais parfois c'est vrai que des personnes ont du mal en fait à accoucher de cette parole ou un des deux membres du couple. Qui ne savent pas, qui ne peuvent pas. C'est vrai, c'est comme si c'était plus fort qu'eux. Vous savez quand... On apprend ça s'apprend? Mais tout s'apprend. Oui. Ça, c'est tellement important. Mais et c'est intéressant d'être curieux et d'y arriver. Moi, j'ai envie de vous dire, ce qui me fait plaisir, c'est quand j'y arrive. Quand je me mets à arriver de quelque chose, c'est bon, ça fait du bien, ça confirme. D'être son propre père et sa propre mère, on se confirme. Y compris au niveau de la sexualité, vous dites la sexualité, ça se parle, pouvoir, dans le couple, comme avec nos enfants, en parler aussi librement. Mais tout ça, vous savez, c'est ça, moi je suis un peu navrée de voir que c'est comme si j'étais encore d'avant-garde, alors que c'est quelque chose des années 70 qui s'est révélé. Alors je vous ai dit, au début j'étais naïve, et je ne savais pas que le chemin allait être si long, et du tout. Mais à la fois, je vous dis, il y a des progrès. Et bien sûr que ça se parle, que c'est possible, et ça aide. Ça rend plus heureux. Quelqu'un qui nous écouterait, qui se dit moi j'ai envie de démarrer cette parole autour de la sexualité dans mon couple, mais on l'a jamais fait, donc comment est-ce que je peux faire pour initier ça? C'est pas forcément évident. Alors moi je sais pas vous répondre, puisque il y a des femmes qui me trouvent. Et puis je leur dis qu'il faut qu'elles se parlent entre elles, entre copines, entre copains, que cette parole ne soit plus une parole d'exception. Que ce soit plus comme ça fait du bien de pouvoir se dire les choses. On apprend à se dire les choses. D'ailleurs, je pense que c'est dans l'expérience pour vous répondre. Oui. Il faut s'y mettre, quoi. Il faut y aller. Mais oui. Quand il faut y aller, c'est ça. J'aime bien aussi quand vous dites que vous préférez le terme d'imaginaire sexuel plutôt que de fantasme. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les fantasmes nous branchent tout de suite à des imaginaires, justement, qui sont toujours invraisemblables. Alors que l'imaginaire sexuel, l'imaginaire tout court, mais comme je dis encore, je suis focalisée sur les imaginaires sexuels, parce que ils peuvent être très simples, très pauvres, ne pas être tellement invraisemblables et extraordinaires, mais ils existent. Et c'est eux quand même qui nous aident et qui nous mènent dans notre sexualité. On est à la fois de soi à soi et de soi avec l'autre. Il y a toujours ces mouvements-là. Mais absolument. Mais c'est important d'être de soi à soi et de faire chacun son travail, sa responsabilité. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous insistez dans cet ouvrage. Parce que ça me semble essentiel. Parce que sinon, ça peut plus être la faute de l'autre. Il y a toujours une co-responsabilité. Très bien, Daniel Flomenbaum, on arrive à la fin de cette émission.
Je rappelle que votre nouvel ouvrage À corps et à cœur vient de paraître aux éditions Payot et qu'il fait suite à votre best-seller Femme désirée, femme désirante. Pour participer à vos ateliers et conférences, rendez-vous sur votre site internet danielflomenbaum.com. Merci Daniel. Beaucoup, merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.